s'est servi de la maquette numérique et en relation avec l'architecte et les bureaux d'études thermiques et fluides pour faire toute la partie simulation. On a demandé une ESTD, simulation thermique dynamique, qui s'est fait via la maquette numérique. Il y a eu aussi du coup l'étude RT 2012 qui s'est faite aussi grâce et via la maquette numérique. Et après, on a aussi pu simuler tout ce qui est apport solaire. Et cet utilisateur final, on a pu, grâce à la maquette numérique et aux outils de la VR, des virtuels, on a pu l'intégrer en immersion totale dans ses futurs ateliers, dans son futur bâtiment. Et alors là, le nombre de retours et d'optimisation de conception qu'on a eu, il est incalculable. Bonjour et bienvenue dans ce 7e volet de podcast Exabim. Nous recevons aujourd'hui Nicolas Henry, référent BIM et chef de projet en maîtrise d'ouvrage au sein des Compagnons du Devoir. Nicolas va commencer par se présenter, puis il nous présentera la démarche BIM adoptée par les Compagnons du Devoir pour le projet du futur centre de formation de Strasbourg. Nous verrons quelle est l'organisation adoptée et comment sont gérés les aléas en termes de conception, de réalisation, de sécurité et plus globalement sur tous les points clés de ce projet BIM ambitieux. Bonjour, Nicolas Henry, je travaille au service technique du patrimoine chez les Compagnons du Devoir. Je suis aussi responsable énergétique sur le plan national et référent BIM. Chez les Compagnons du Devoir, notre activité principale, c'est essentiellement la formation, c'est la transmission de savoir-faire, essentiellement sur les métiers du bâtiment. Alors, on a plusieurs filières, mais on va retrouver notamment le bâtiment, les filières de tout ce qui est métier du goût, comme les boulangers, pâtissiers. Après, on va avoir aussi tout ce qui est la partie sellerie. Enfin, voilà, on a plusieurs activités. Moi, à l'origine, je suis compagnon plombier, plombier chauffagiste, donc j'ai travaillé pas mal dans le milieu du génie climatique. Et aujourd'hui, chez les Compagnons du Devoir, on développe notre premier projet en BIM, donc sur le projet de Strasbourg, où on initie cette première démarche. Et Strasbourg, c'est notre futur centre de formation qui va regrouper 6500 mètres carrés d'ateliers, essentiellement avec aussi un pôle administratif et une salle de conférence. Donc Strasbourg, c'est notre premier projet en BIM, en maquette numérique. Cette volonté de réaliser ce premier projet en maquette numérique, il vient déjà de la première chose, c'est notre exploitation maintenance. Aujourd'hui, on a environ 300 000 mètres carrés de patrimoine à exploiter. Et au quotidien, c'est entre guillemets un calvaire parce qu'on est toujours à la recherche de plans, toujours à la recherche d'informations sur parfois des bâtiments qui ont déjà 40, 50 ans. Et avec des normes aussi aujourd'hui qui deviennent de plus en plus drastiques, on se rend compte en fait qu'il est primordial aujourd'hui qu'on maîtrise cette base documentaire de nos bâtiments, chose qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc déjà, ça, c'était un peu la première volonté, le premier point. Deuxième point, on construit aussi de plus en plus, là on est sur une partie de rénovation, extension, agrandissement de notre parc immobilier, parce qu'on est en croissance. Et sur nos projets de construction, on se rend compte aussi d'une chose, c'est que pendant la phase d'exécution, on a souvent aussi des dépassements d'honoraires, c'est-à-dire qu'on va avoir des travaux supplémentaires, en général de l'ordre à 2, ça peut aller de 2 à 4, voire 5%, et on se rend compte qu'il y a plein de données qu'on ne maîtrise pas pendant l'exécution. Et c'est vrai que du coup, le BIM et la maquette numérique nous aident énormément à gérer ce volet-là. Donc c'est aussi ces points principaux, l'exploitation, la maintenance, la construction, mais aussi la conception. C'est vrai que le BIM, on l'a appréhendé dans nos projets, donc il nous aide aussi sur la conception de nos ateliers. Nous, on a quand même des bâtiments qui sont très riches. On a un parc machine, donc par exemple, je vais vous donner l'exemple d'un parc machine bois, d'un pôle bois. Là, on va voir tout un tas de machines. Il y a aussi de la manutention, c'est-à-dire que les charpentiers vont manipuler des grandes longueurs de poutres bois, etc. C'est vrai que le fait d'avoir une maquette numérique, de pouvoir se projeter dedans, on a aussi développé de la visite virtuelle, ça nous aide énormément sur la conception du bâtiment. Ça, à terme, c'est toujours difficilement palpable, mais c'est certain que nous, aujourd'hui, on le voit avec le recul, on a énormément
améliorer la conception de nos bâtiments via ces technologies. Et le dernier point, c'est que, comme je vous le disais au début, on est centre de formation. Notre préoccupation et notre cœur de métier, c'est la transmission des savoir-faire. Et on le voit aujourd'hui, que ce soit les métiers du bâtiment ou tous les métiers en général, évoluent énormément sur les transitions numériques. Et nous, c'est aussi cette volonté de franchir ce pas sur l'aspect numérique. Même on le voit, alors nous, les compagnons du devoir, on a souvent la réputation de bâtisseurs de cathédrales, ce qui n'est plus du tout le cas, ou du moins des bâtisseurs de cathédrales modernes maintenant. Parce que je vais vous prendre l'exemple d'un tailleur de pierre ou d'un charpentier, c'est pareil, aujourd'hui, ils travaillent beaucoup avec des commandes numériques. C'est-à-dire qu'ils vont programmer leur taille de bois, de pierre sur machine et tout envoyer en commande numérique. Donc aujourd'hui, nous, on s'axe vraiment sur les transitions de savoir-faire, alors ancestraux, manuels, traditionnels, mais aussi sur cette partie du numérique, des métiers via l'aspect numérique. Et la maquette BIM, c'est-à-dire ce qu'on fait sur notre chantier, va aussi servir à apprendre de manière pédagogique à nos apprentis. Voilà, les maquettes qu'on va développer seront un parfait support pédagogique. Merci Nicolas. Comment se passe le contrôle des modèles côté maîtrise d'ouvrage? Qui fait le contrôle d'ailleurs? C'est vous? C'est d'autres personnes? Avant justement la réception de toutes ces maquettes, on a établi en interne tout un tas de cahiers des charges. C'est-à-dire que rien que là, on est déjà allé assez loin dans l'établissement des documents BIM. C'est pareil, on est sorti de tout ce qui était présent déjà sur Internet ou sur des documents, on va dire, un peu classiques. On est parti d'une feuille blanche. Donc, il y a eu bien sûr la convention BIM, il y a eu un BIM exécution plan qui détaille vraiment famille par famille, catégorie par catégorie, quels sont les attendus. On a alors, tous ces cahiers-là ont été gérés dès le début du projet, hein, dès la phase APS. On a aussi un cahier de gestion, exploitation, maintenance. Donc là, il y a toutes les attentes en termes de données que l'on veut au sein de la maquette numérique. Il y a aussi une charte graphique, une charte de codification. Et ça, c'est vraiment des documents, on va dire, neufs que l'on a écrits et développés nous-mêmes. Et du coup, ce contrôle des ouvrages et des maquettes numériques se fait sur la base de ces documents-là, essentiellement, et on le voit assez facilement. C'est-à-dire que dans le contrôle, nous, en interne, alors on est appuyé d'un BIM manager et d'un AMO BIM qui, eux, réalisent des pré-contrôles, suivant la charte de ces documents-là. Et après, on a aussi l'appui de la plateforme numérique. On travaille avec la plateforme numérique Accès au BIM, qui, elle, déjà va filtrer tout le rendu documentaire. En fait, tout le rendu de la documentation, que ce soit des plans, des fiches techniques, des maquettes numériques, des factures, enfin voilà, tout est géré sur la plateforme. Déjà, tous les documents doivent être codifiés. Et à terme, c'est toujours l'exploitation maintenant, c'est-à-dire qu'en 2 clics, grâce à ma codification, je peux retrouver un document parmi des milliers. Donc déjà, la plateforme va filtrer et va intégrer tout un tas de règles de codification. Ça va être une première base. Et après, dans l'analyse des maquettes, en général, on le voit assez vite. C'est-à-dire que nous, en interne, on va déjà contrôler tout ce qui est géoréférencement, qualité des modèles. Et après, sur les premières phases du projet, c'est-à-dire en conception, on le voit vite. C'est-à-dire dès qu'on va cliquer sur un élément, on va voir s'il correspond à nos attentes ou pas, s'il est codifié, pas codifié. Dès qu'on va ouvrir une maquette, c'est pareil, on va voir si l'arborescence, les nomenclatures correspondent bien à nos attentes. Et sur la phase, on va dire, étude-conception, c'est plus du contrôle visuel qui se fait assez rapidement. Voilà. Et le contrôle, il est réparti entre le BIM manager, l'AMO BIM et notre service de maîtrise d'ouvrage. Très bien. Et pouvez-vous nous renseigner sur les types de non-conformités que vous avez relevés? Alors, sur notre projet Route des Romains, à l'inverse de certains autres projets, ce qui n'a pas été le cas, en fait, on n'a pas eu de non-conformité sur le géoréférencement. En général, on le voit sur d'autres projets qu'on mène en parallèle, ce qui cloche souvent, c'est le géoréférencement. Là, ça n'a pas été le cas, notamment parce que le géoréférencement-là, il a été géré dès la phase programme. C'est-à-dire que dès la phase concours, on avait déjà fait un relevé géomètre et défini des points de base du projet. Et au final, on s'est rendu compte que ce problème de géoréférencement, dès qu'il est géré dès le début du projet, les entreprises en fait arrivent assez facilement à se géoréférencer. Donc sur Strasbourg, ça n'a pas été un point de non-conformité. Par contre, ce qu'on a relevé, surtout au début du projet, c'était des non-conformités au niveau de la codification et de la charte graphique.
C'est vrai qu'on le voit, c'est quand même des nouvelles demandes qui apparaissent dans le milieu du bâtiment, cette partie charte de codification et charte graphique. C'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même un temps d'adaptation nécessaire aux entreprises pour s'approprier toutes ces nouvelles méthodes de travail et de rendu. En avançant dans le projet, avez-vous observé des objectifs manquants ou des améliorations indispensables que vous allez intégrer dans vos prochains cahiers des charges? En effet, il y a aussi la qualité des modèles. C'est-à-dire que c'est vrai que le fait d'avoir, si tous les corps d'état technique réalisent et modélisent une maquette conformément aux attentes du projet, c'est vrai qu'on voit de suite la pertinence déjà des attendus. C'est-à-dire que sur le rendu, on va vite voir si une entreprise respecte ou non le cahier des charges. Et au sein du projet, c'est vrai qu'on voit une vraie plus-value. C'est-à-dire que plus l'entreprise va s'investir et respecter le cahier des charges et les attentes, plus le projet en lui-même va pouvoir monter en compétence. C'est-à-dire que l'énergie que l'on ne va pas mettre sur les non-conformités, on va pouvoir travailler sur d'autres points, d'autres axes. Et c'est vrai que là, du coup, on se rend compte qu'on peut gravir les échelons sur la pertinence du modèle, du projet, de la conception, et on peut aller du coup beaucoup plus loin. Voilà. C'est-à-dire que moins on a de conformité, plus le cahier des charges est conforme, plus on va pouvoir aboutir les attentes et le modèle. Revenons un peu sur votre expérience en génie climatique. Celle-ci vous a-t-elle permis de mieux appréhender les modèles en conception-réalisation? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que mon expérience du génie climatique, elle est primordiale sur la gestion de nos projets en maîtrise d'ouvrage, hein, parce qu'on le voit, toute la partie énergie thermique aujourd'hui, c'est un point qui est essentiel sur la conception des bâtiments. Hein. Aujourd'hui, c'est une question qui ne se pose plus et on le voit d'ailleurs de nos jours, hein, où les prix d'énergie ne cessent d'augmenter. Donc, c'est vrai que cette expérience-là me sert énormément pour véhiculer des attentes sur le sujet. C'est vrai que sur Strasbourg aussi, Route des Romains, alors c'est aussi une volonté globale, hein, des compagnons du devoir. On s'est servi de la maquette numérique et en relation avec l'architecte et les bureaux d'études thermiques et fluides pour faire toute la partie simulation. On a demandé voilà, une STD, simulation thermique dynamique, qui s'est fait via la maquette numérique. Il y a eu aussi du coup l'étude RT 2012 qui s'est faite aussi grâce et via la maquette numérique. Et après, on a aussi pu simuler tout ce qui est apport solaire. Je vais vous donner une particularité du projet de Strasbourg et où la maquette numérique et le BIM nous ont aidés dans la décision. C'est le fait de ne pas climatiser le bâtiment. Alors ça, c'est un pari à terme. C'est-à-dire qu'on a des salles de cours. Par salle de cours, on peut avoir 20 à 25 élèves, plus les apports internes. Enfin, voilà, c'est des points sensibles. C'est-à-dire que dans nos salles de cours, en général, la température en été, ça monte assez vite. Là, on a pris parti, justement, grâce à toutes ces simulations thermiques, dynamiques et à la maquette numérique, la gestion des apports solaires, de l'ombrage. On a installé des brises soleil orientables, voilà, qui sont reliées à une station météo. Tout ça, on a pu le simuler et ces simulations, en fait, nous ont aidés à prendre parti de ne pas climatiser le bâtiment et on a installé une climatisation. Alors, c'est pas une climatisation, c'est un rafraîchissement adiabatique, voilà, qui est beaucoup plus naturel, moins énergivore. Et des exemples comme ça, on en a plusieurs sur le bâtiment où la maquette numérique, le BIM nous ont aidés dans ces choix-là. Donc, vous pouvez affirmer que vous êtes allé un peu à contre-courant pour cet usage-là. Exactement, ça a été un vrai point fort. Alors, de base, par défaut, on climatise tous nos bâtiments, hein, parce que maintenant, on le voit, les surchauffes estivales sont de plus en plus fréquentes. Les températures montent de plus en plus haut. Le confort aussi, on a de plus en plus d'attentes sur le confort. Et sans ces outils de simulation où on a pu se projeter dans le bâtiment, projeter justement l'ombrage, la gestion des brises soleil intérieures, faire des simulations thermiques dynamiques via la maquette numérique, avoir des données en temps réel, on va dire quasiment qui sont simulées, ça a été une aide imparable. Quels autres exemples pouvez-vous nous donner, en dehors de la climatisation, qui vous ont permis une conception nouvelle, différente, grâce à l'introduction du BIM? Alors ça, les exemples, ils sont très, très, très nombreux.
Alors c'est pareil, c'est un premier projet. On a développé des nouvelles technologies comme la VR, visite virtuelle du bâtiment. Et la particularité que j'aime dans mes projets, c'est justement d'intégrer dans la conception du bâtiment l'utilisateur final. Et cet utilisateur final, on a pu, grâce à la maquette numérique et aux outils de la VR, visite virtuelle, on a pu l'intégrer en immersion totale dans ses futurs ateliers, dans son futur bâtiment. Et alors là, le nombre de retours et d'optimisation de conception qu'on a eu, il est incalculable. C'est-à-dire qu'on a intégré les métiers, donc les futurs utilisateurs dans leur atelier. Et alors la situation est assez marrante, hein, c'est-à-dire qu'au début, quand on fait un projet, on implante par défaut un parc machine, sans souci. Et comme je vous disais, moi j'aime bien que ce soit l'utilisateur final qui travaille sur son propre atelier. Donc j'ai eu des métiers qui ont implanté en 2D eux-mêmes leur parc machine, avec on leur a dit, vous avez cet espace-là, implantez votre parc machine, faites-vous plaisir. Voilà. Ces machines-là, après, on les a modélisées. On a intégré ces utilisateurs dans la visite virtuelle et ils se sont dit, purée, mais en fait, ils se sont projetés, c'est-à-dire que là, on a vraiment une notion de volume, d'espace qui rentre en jeu, et ils se sont dit, là, je passe pas avec mon bout de bois, je passe pas avec ma tôle, ça va pas, alors que c'était eux-mêmes qui avaient implanté les machines en base. Donc là, déjà, on a pu optimiser l'aspect positionnement du parc machine. Il y a eu aussi l'aspect sécuritaire qui est rentré en jeu, parce qu'on s'est dit, attention, cette machine elle est trop proche de là. Si j'ai une mauvaise manip de mon bout de bois ou de ma tôle d'acier, c'est dangereux pour le voisin d'à côté. Donc, il y a tout ça qui est rentré en jeu. Donc, rien que sur l'optimisation des espaces, on a eu un impact qui est énorme. Ça, c'est le premier point. Et après, le deuxième point, c'est aussi sur la partie coordination entre les corps d'état techniques, où, en fait, la particularité de Strasbourg, et même de la région Grand Est, c'est en fait, le bureau d'études fait des études d'exécution. C'est-à-dire que ce n'est pas du prédimensionnement. Les bureaux d'études, dès la phase conception, vont dimensionner, que ce soit des gaines, des poutres, au niveau de la structure, tout est dimensionné, mais pour de l'exécution. Donc ça, c'est une vraie particularité parce que bien souvent, en fait, les bureaux d'études font des études de principe et c'est ensuite à l'entreprise d'exécution de confirmer tous les dimensionnements. Là, en fait, le fait d'avoir cette méthode de travail où les bureaux d'études réalisent des études d'exécution, on a pu aller très loin dans la modélisation et dans la confirmation des données, que ce soit les hauteurs de retombées de poutres, des diamètres de gaines, de tubes, etc. Et en termes de coordination, on a pu gérer en amont l'organisation des réseaux, du supportage commun. Après, il y a eu bien sûr 4 à 5 mois de synthèse. On voulait avoir un DCE où la synthèse technique était terminée, c'est-à-dire qu'on voulait un chantier où, quand on démarre l'exé, on est prêt à partir. Il n'y a plus à réfléchir. Et la maquette numérique, aujourd'hui, nous a complètement aidé à avoir ces objectifs-là. Le chantier a démarré, voire il va l'être. Y a-t-il eu une réflexion ou un apport aux questions de prévention et de sécurité sur le chantier, sachant que les acteurs sont présents depuis le début de ce projet? Alors, dans tous nos projets en général, c'est vrai que ce sont des ateliers avec une coactivité qui est assez importante et de manière générale, BIM ou pas BIM, on fait intervenir, c'est-à-dire qu'on travaille en relation avec la CARSAT, donc il y a un organisme de sécurité, d'accompagnement et de contrôle, et on travaille aussi avec l'OPP-BTP de manière générale sur la consultation. Donc là, c'est ce qu'on a fait aussi sur Strasbourg. Donc on a pris contact avec la CARSAT, c'est-à-dire que nous, on préfère en fait dès le début intégrer les organismes de contrôle ou de conseil sur la partie sécurité, qui fassent leurs remarques quand on est encore en conception dans le bâtiment, plutôt que quand ils arrivent, le bâtiment est construit, ils se rendent compte qu'au final, sur la partie sécurité, rien ne va et nous, on se fait taper sur les doigts avec des non-conformités au niveau de l'exploitation de maintenance du bâtiment. Donc là, on les a fait intégrer, on les a intégrés au niveau du projet, donc l'OPP, BTP et la CARSAT, dès la phase APS, APD du projet. Et là, par contre, la particularité, c'est vrai que sur les inspecteurs qui sont venus ou les chargés de projet, de l'OPP, BTP ou de la CARSAT qui sont intervenus au sein du projet, la particularité, c'est qu'en fait, alors déjà, ils avaient accès à la plateforme de collaboration, donc ils avaient eux-mêmes, et ils l'ont toujours d'ailleurs, ils ont accès en temps réel à tous les plans du projet et au bâtiment, et ils ont aussi accès
aux maquettes numériques via la plateforme de collaboration. Il y a des viewers qui sont intégrés. Et même les réunions qu'on faisait avec eux, on les faisait dans la maquette numérique. C'est-à-dire qu'on se baladait dans les maquettes. Et c'est vrai que l'analyse de la CARSAT et de l'OPPTP était beaucoup plus pertinente et allait beaucoup plus loin dès la phase conception via cet outil de collaboration. C'est vrai que la maquette numérique, le fait d'avoir une projection 3D du bâtiment, quelqu'un d'expérience sur la partie sécurité, elle arrive de suite à nous dire ah ben ça va, ça va pas. Voilà. Et voilà, ça a été vraiment de très bons moments d'échange parce que découvrir aussi ces nouvelles méthodes de travail et de collaboration. Et grâce à cet outil, on a pu optimiser le projet, pareil, sur la partie conception et sécurité du bâtiment. Autre exemple que je peux vous donner, c'est qu'on a modélisé aussi les garde-corps. Donc, c'est des garde-corps repliables qui sont en toiture de terrasse. C'est des choses qu'on a modélisées. Et là aussi, c'est pareil. On les a modélisés, on les a implantés. Donc, des garde-corps rabattables. Et quand on les a implantés sur la maquette numérique, on s'est rendu compte que, en fait, cette toiture terrasse qui possède des panneaux photovoltaïques, eh bien, le modèle était beaucoup trop rapproché des panneaux. Il n'y avait pas assez d'espace de circulation pour la maintenance et le passage des techniciens. Donc là aussi, c'est vrai que le fait d'intégrer des éléments de modélisation comme des garde-corps ou des éléments de prévention, ça aide aussi énormément à appréhender les risques. Un de vos objectifs est de réduire le nombre de reprises et de travaux supplémentaires à la livraison et par ricochet le coût. Avez-vous recensé les non-qualités auxquelles vous allez être particulièrement vigilant? Si oui, lesquelles pour atteindre ce grand objectif? Alors ça, c'est une question pareil très intéressante et c'est une grosse attente que l'on a au sein de notre maîtrise d'ouvrage. En effet, c'est de réduire les aléas de chantier ou les travaux supplémentaires durant la phase d'exécution. Comme je vous disais, en moyenne, on le voit, nous, en moyenne sur nos projets, en retour d'expérience, ça peut aller de 2 à 4, voire 5% de travaux supplémentaires ou d'aléas de chantier. Vous imaginez que sur des projets à plusieurs millions d'euros, ne serait-ce que 3 ou 4% en plus, ça fait mal au portefeuille. Alors du coup, on a vraiment cette attente de réduire en fait les aléas de chantier sur le projet de Strasbourg. Et les objectifs de travaux supplémentaires aléas de chantier sont aujourd'hui fixés auprès de la maîtrise d'œuvre à 1% maximum. Voilà. Alors, on n'a pas juste balancé un chiffre comme ça, parce que 1%, de toute façon, on sait très bien qu'il y aura toujours des aléas, que ce soit X ou Y raison. Il y a sur des projets à plusieurs millions d'euros, on peut jamais penser à tout dès le début, même si on peut s'en rapprocher. Donc, on a laissé 1%. Par contre, on pourrait réduire déjà, on pourrait faire moins 3% par rapport à un projet similaire. Pour y arriver à cet objectif, qu'est-ce qu'on s'est fixé? C'est déjà, on a rallongé les délais d'études d'environ 30 voire à 40%. C'est-à-dire que par rapport au planning de base prévisionnel, par rapport à un chantier classique, on a rallongé cette phase d'études et de conception pour aller beaucoup plus loin sur cette partie conception. Parce qu'on le voit aujourd'hui en France, sur des projets classiques, on est encore en train de concevoir pendant l'exécution. C'est-à-dire qu'on est encore en train de réfléchir à comment on va faire ou comment on va solutionner tel problème, alors que le chantier est déjà en train de se construire. Là, ce qu'on a voulu faire, c'est, en accord avec la maîtrise d'œuvre, avec l'architecte et toute la maîtrise d'œuvre, c'est de rallonger cette phase étude et conception et aussi intégrer un travail de synthèse dès la phase conception. Et je ne parle pas du coup de pré-synthèse, je parle bien de synthèse technique aboutie. L'objectif, en fait, était clair, c'est de lancer l'appel d'offres avec des maquettes numériques de chaque corps d'état abouti. Voilà, ça c'était vraiment cet objectif primordial. Et pour en arriver là, forcément, il a fallu aller beaucoup plus loin dans les études, appréhender tout ce qu'on pouvait appréhender pour avoir un dossier de consultation et une synthèse technique aboutie. Et là, en fait, aujourd'hui, c'est là où on a vraiment des grosses attentes parce qu'on a lancé un DCE, un dossier de consultation des entreprises, un appel d'offres, avec des maquettes abouties, dimensionnées, avec une synthèse technique terminée. Donc aujourd'hui, les entreprises qui intègrent le projet en exécution, elles sont quasiment à quelques détails près, parce que voilà, il y a toujours des surprises, mais à quelques détails près, elles sont prêtes à partir sur le chantier avec les maquettes qui ont été émises en DCE. Voilà.
Et aujourd'hui, on se dit qu'on va arriver sur le chantier et qu'on n'aura plus de mauvaises surprises ou qu'on aura pensé à quasiment tout et qu'il n'y aura pas de soucis. Et l'autre point aussi qu'on a développé, c'est la préfabrication, c'est-à-dire qu'on a intégré beaucoup plus d'éléments sur la partie structure, notamment à réaliser en préfabrication. Donc là, on va gagner en termes de délai et de temps et de coût aussi, euh, grâce à la maquette numérique. Monsieur Henry, imaginez-vous maintenant le BIM projet par projet. Oui, tout à fait. Du coup, alors c'est vrai que Strasbourg, c'est un projet test. Il faut, voilà, la partie développement du BIM, c'est quand même un développement en termes de temps et financier aussi qui est quand même assez conséquent. Donc déjà, en première stratégie, on s'est dit on va pas le déployer sur tous nos projets. On s'est dit on va faire un projet test, on va mesurer l'apport que l'on a via cette méthode. Et si c'est concluant, on va le déployer sur l'échelle nationale. Donc là, on a déjà fait Strasbourg, qui est un premier projet test qui marche très très bien. On a de très bons retours. Et c'est aussi grâce, ça c'est très important, c'est aussi grâce à une équipe de maîtrise d'œuvre, un architecte, des bureaux d'études, des entreprises d'exécution qui sont aussi à 100% dans le mouvement et dans les attentes des objectifs. Et du coup, là, on l'a déployé aussi sur un autre projet un peu similaire, à taille même un peu plus gros, sur un projet de Bordeaux, où on a inclus ce processus BIM avec des méthodes différentes, que ce soit en fait au niveau des… le projet n'est pas géré tout à fait de la même façon. En fait, ça va nous permettre de faire une parallèle avec ce qui a bien marché, pas bien marché entre un projet et l'autre. Et après, à terme, donc ça, c'est quasiment acté chez nous, c'est de développer sur tous nos projets neufs la partie BIM et maquette numérique, mais aussi sur la partie existante ou travaux de rénovation. On a déjà commencé sur des plus petits projets, des petits projets de rénovation, extension, des projets à 300, 400 000 euros, voilà, qui restent, c'est vite arrivé. Et alors là, on fait les choses un peu plus facilement parce qu'on travaille avec des artisans, des PME, etc. Donc souvent, on va générer, c'est ce qu'on a fait par exemple sur Nîmes, sur un hébergement, on a généré un DCE avec une maquette numérique. Donc on a fait en fait un relevé de l'existant avec le nuage de points, une modélisation de l'état existant, une modélisation de l'état projet. On a fait de la visite virtuelle aussi avec les utilisateurs finaux. Et après, on est passé en phase d'exécution. Et là, on a même par rapport au budget prévisionnel, c'est-à-dire que tous les DPG, FCCTP, tout est extrait de la maquette numérique. Alors, c'est un architecte qui gère ça, qui fait quasiment du tout corps d'étape. Et là, on a fini ce chantier-là. En termes de conception, les utilisateurs sont ravis, honnêtement, que ce soit sur le choix des matériaux, sur les espaces, les volumes, parce qu'on a pu tout optimiser. Tout a été… bon, voilà, on a eu de très bons retours. Et là, je viens de faire la synthèse financière de ce projet avant-hier, justement. Et on a 0% de travaux supplémentaires sur de la rénovation. Voilà. On commence petit à petit à développer, même sur tout type de taille de projet. Et pour l'instant, les retours ne sont que favorables. Ce qui est de votre patrimoine, avez-vous imaginé les objectifs transversaux à formaliser? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre base documentaire BIM elle commence à être bien appuyée parce que Strasbourg, c'est un projet qu'on a commencé il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans maintenant. On a aussi ce projet de Bordeaux où ces documents ont été réinjectés. Et cette base de documents, elle est très, très importante parce que c'est la base de tout. Et aujourd'hui, cette base documentaire, elle commence à être bien consolidée par de codification. On en est à l'indice K. Donc aujourd'hui, c'est vraiment des documents qui commencent à être bien finalisés et sur lesquels on peut s'appuyer. À terme, l'objectif, c'est de développer chez nous en interne un service énergétique et numérique. Et ce pôle numérique aurait justement la mission chez nous peut-être de numériser notre patrimoine existant, injecter la data pour l'exploitation maintenance et en fait mettre en lien toutes nos maquettes numériques avec un logiciel de JET GMAO. Donc la partie JET, c'est toute la partie exploitation documentaire, donc des documents. Un projet comme Strasbourg qui fait 6500 mètres carrés, à la fin du chantier, entre la phase conception et le DOE, je vais me retrouver environ avec peut-être 8000 documents. Et ça, c'est qu'un bâtiment, un projet. Nous, on a 300 000 mètres carrés de bâtiment. Et ça, c'est vraiment les 8000 documents, c'est que les documents qui sont liés
à la construction du site. Parce qu'après, il va y avoir tous les documents liés à l'exploitation maintenance. Donc, nous, aujourd'hui, on a des milliers de documents. Donc, cette partie GED, grâce à la codification, va nous permettre de mieux exploiter cette base documentaire, que ce soit des plans ou autre. Et après, il y a la partie GMAO, où là, on va pouvoir faire de la partie prévisionnelle d'exploitation maintenance et avoir une vraie traçabilité sur l'état de notre parc au niveau parc patrimonial, quoi. À vous, Monsieur Henry, le mot de la fin de cet entretien. Plus un objectif raisonnable que vous nous présenterez sur un prochain rendez-vous sur Exabim concernant l'avancement du projet du centre de formation de Strasbourg. Merci. Ça serait la fin de l'exécution et la mesure de la pertinence justement de cette optimisation de la conception et de cette maîtrise du temps et des coûts sur la partie exécution. Voilà, ça c'est vraiment un objectif à court terme maintenant que l'on va pouvoir mesurer d'ici 1 an et demi et qu'on a hâte de mesurer.